Chers téléspectateurs, internautes et fidèles de l'église de Pentecôte du Togo et de toute la communauté chrétienne, bonjour, alléluia à vous. Nous vous espérons en pleine santé, nous allons également bien par la grâce de Dieu. Alors, chose promise, chose due, nous nous retrouvons pour la suite de l'émission que nous avons déjà animée sur l'essentiel pour réussir en entrepreneuriat. Je retrouve donc mes deux invités. Il s'agit du pasteur Emmanuel Sodji, chargé du district de Lomé Vakosito, et également secrétaire général au niveau du bureau national du MJPE. Papa, bienvenue à vous. Merci. Comment vous vous portez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Amen. Et chez vous? Oh, je vais également bien par la grâce de Dieu. Merci. Nous retrouvons notre formateur. Il s'agit du frère Lucien Pilé-Sabala. Il est formateur en communication marketing, enseignant, je veux dire donc, et adore Alomé Djidjolé. Cher formateur, bonjour. Bonjour Christophe. Comment vous vous portez? Très bien. Et je profite de l'occasion pour saluer aussi les téléspectateurs qui nous regardent de près comme de loin. Merci beaucoup. Alors, avant d'aborder ou bien avant d'aller à la suite des questions, nous allons faire un petit récap, histoire de rappeler aux téléspectateurs ce dont nous avons parlé la dernière fois. Oui, tout à fait. Et la dernière fois, nous étions dans cette thématique de l'essentiel pour réussir en entrepreneuriat. Et parlant de cette thématique, nous avons tout d'abord défini l'entrepreneuriat. Et nous nous sommes dit que l'entrepreneuriat, c'est créer une nouvelle entreprise, ce qui sous-entend que nous devons partir d'une idée pour bâtir quelque chose d'inexistant bien sûr. Hier, la chose n'existait pas ou peut-être existait à l'étape rudimentaire. Il faut alors l'améliorer, il faut innover. Alors nous nous voyons dans cette posture d'être en train d'entreprendre. Et au-delà de l'entrepreneuriat que nous avions défini, nous avons aussi parlé de l'entreprise. Ce qu'est l'entreprise en disant que c'est une organisation financièrement autonome qui est juridiquement connu, donc il y a une personnalité juridique qui produit des biens et services pour un marché en vue de tirer un profit maximal. Et la dernière fois également, nous avions essayé d'énumérer un certain nombre de formes juridiques des entreprises, dont nous avons parlé des établissements, des SARL et des sociétés anonymes qu'on peut créer. Mais par-dessus tout, ce que nous pouvons retenir, c'est que nous nous sommes dit que celui qui est porteur d'idées est celui que nous pouvons appeler entrepreneur. Parce que pour se voir dans la posture de l'entrepreneuriat, il faut avoir une vision claire et inspirante. Vous devez avoir une idée qui cadre avec les besoins non satisfaits de la société. Nuance faite, comme quoi ceux qui travaillent à partir des activités existantes, ils sont des hommes d'affaires. Mais ceux qui génèrent des idées pour résoudre des problèmes de la société sont des entrepreneurs. Ceux qui innovent. Ceux qui innovent sont des entrepreneurs. Ou qui, carrément, créent quelque chose de nouveau sont des entrepreneurs. Et donc, de ce fait, nous avons dit que nous avons aussi les techniques de génération d'idées. Au-delà de l'inspiration que Dieu peut nous accorder, nous avons aussi des techniques que la science a mis à notre disposition pour que l'on puisse être porteur d'idées créatrices d'entreprises ou créatrices de solutions aux besoins existants de notre environnement. Donc, nous avons mentionné l'observation de la vie économique. Et nous avons aussi parlé des brainstorming, de la matrice de découverte, de l'observation également du milieu du travail, chose que nous pouvons trouver dans la partie précédente. Merci, formateur. Alors, pasteur, vous avez également parlé de l'importance même de cette émission, c'est-à-dire la cible, notamment les jeunes. Pourquoi un jeune chrétien doit entreprendre? Nous étions en train de dire la fois dernière qu'il est important à ce que nous puissions entreprendre. Et en particulier, nous, en tant que jeunes, car les premières personnes que Dieu a faites, c'est dans le souci d'entreprendre. Et ils l'ont déjà commencé.
Et quand nous voyons actuellement, en cette année 2025, nous devons être clairs que l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Ah, ça, c'est impossible. Et il est évident qu'en tant que des chrétiens, que nous commençons par entreprendre. En entreprenant, alors on s'autosuffit nous-mêmes et on embauche d'autres personnes. Alors c'est très important en tant que jeunes, surtout de l'église de Pentecôte et ailleurs, nous sommes appelés à travailler, à entreprendre. Car dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, du verset 10 en allant au verset 12, la Bible déclare que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne marche non plus. Alors nous sommes appelés à travailler, alors on doit entreprendre et subvenir à nos besoins, subvenir aux besoins de nos familles, à tous ceux qui nous entourent et aider nos bien-aimés, aider l'Église également. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, avant d'aller à la toute première question, j'aimerais vous dire que nous vous réservons une belle surprise courant cette émission. Vous allez la découvrir après. Formateur, nous avions abordé le point 4, qui est élaborer un modèle économique solide. Et le point 5, c'est formaliser un plan d'affaires réaliste. Oui, tout à fait. La dernière fois, nous avions dit que dès lors que nous avons une idée claire et inspirante, ou une vision claire et inspirante, cette idée que nous avons ne peut nous conduire en même temps sur le marché. Il va falloir l'évaluer. Et cette évaluation passe forcément par se creuser de marché amont, marché aval et aussi de la situation de l'entreprise. Et donc c'est ça le modèle économique, sinon le business model dont nous avions parlé la dernière fois. Et donc parlant de business model, avant d'aller vers le business plan, nous nous étions dit qu'au niveau du marché amont, il faut se poser la question, est-ce que ce que je veux produire, j'ai des fournisseurs? Et si j'ai des fournisseurs qui peuvent me fournir la matière première, est-ce qu'ils sont nombreux à fournir la même chose? À quel prix et à quelle qualité? Sont-ils très loin? Est-ce que je dois débourser des frais de transport? Est-ce que les frais de transport seront à leur charge ou c'est à ma charge en tant qu'entrepreneur? Mais au-delà de ça, est-ce que je peux trouver d'autres personnes qui sont toutes prêtes, tout prêt pour moi, j'allais dire, pour éviter d'aller au loin pour chercher ces matières premières? Au-delà du marché amont, nous avons également du marché aval. Est-ce que ma cible est existante? L'idée dont je suis porteur, est-ce que j'ai une cible par rapport à ça? Trouver les débouchés. Tout à fait. Si j'ai ma cible, est-ce que c'est des enfants? Je veux dire en termes de consommateurs, ou c'est des adultes ou des jeunes. Mais au-delà de ça, même si c'est des enfants, il faut que je pense aux acheteurs. Qui doit acheter pour ces enfants? Ont-ils un pouvoir d'achat conséquent? Sont-ils concentrés ou éparpillés? Pensant au point de dépôt, de distribution, comment est-ce que je peux acheminer le produit vers ces consommateurs finaux? Donc, il faudrait que j'examine également cette palette. Et au-delà de ça, est-ce que nous avons des concurrents sur le marché? Sont-ils des concurrents directs, c'est-à-dire produisent-ils les mêmes choses que moi? Ou bien c'est des concurrents indirects? Produisent-ils des produits similaires qui peuvent répondre aux besoins, aux mêmes besoins, si mon produit est inexistant ou peut-être vient à finir en stock? Donc, je dois penser à tout ça. Je dois aussi voir la politique pratiquée par les concurrents. Il faut m'imaginer, est-ce qu'ils ont un avantage concurrentiel? Quelle stratégie mettent-ils en place? Font-ils la veille concurrentielle? Est-ce que tout ça là doit être, disons, l'atmosphère dans laquelle je devrais être avant de prétendre avancer en eau profonde? Mais quand vous parlez de veille concurrentielle, cela m'amène à penser aussi marketing. Oui, tout à fait. Il n'y a pas que... il y a la veille commerciale, il y a la veille financière, il y a plusieurs formes de veille. Alors, quelle veille devrais-je faire par rapport à mon produit? C'est un peu ça. C'est un peu ça. La veille consiste à observer les activités d'autres personnes, c'est-à-dire d'autres concurrents, ceux qui sont sur le même marché que vous,
qui produisent les mêmes produits que vous, ou bien qui sont dans le même secteur d'activité que vous. Devez observer leur stratégie, leur politique, leur stratégie de communication, leur politique qu'ils mettent en place pour distribuer leurs produits, pour gagner leur clientèle ou bien dénicher des prospects. Vous devez également savoir comment est-ce que leurs employés travaillent, quelles sont leurs visions, quelles sont leurs valeurs et comment est-ce qu'ils arrivent à fidéliser des clients et tout. Donc, la veille consistera à aller au-delà de la perception que le vulgaire peut avoir de votre concurrent. Vous allez plus loin, et même vous pouvez même avoir des taupes dans la structure de vos concurrents, histoire d'être vraiment aguerri de tout ce qui se passe chez eux. C'est un peu ce que nous pouvons mettre dans la veille. Alors, pasteur, en effet, on dit oui. Là, il parle de veille concurrentielle, c'est-à-dire être vraiment vigilant, savoir ce qui se passe sur le marché. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, je vais ajouter ceci, que en dehors de ces études qu'on doit faire, étudier le terrain pour voir qu'est-ce qu'on doit faire concrètement, c'est normal, il faut le faire. Sinon, on risque d'aller au chaos, ou bien on risque d'aller à la faillite. Mais je voudrais ajouter, en dehors de ces études et de tout ce qu'il vient de citer, de ne pas oublier l'aspect pour mettre Dieu au centre. Oui. C'est ça qui est très intéressant. Oui. Même si on étudie le marché et que le marché... On voit les concurrents. Oui, on voit tout. Rappelons que nous sommes des adorateurs de Dieu. Et en tout état de cause, mettons le Seigneur Dieu au centre et soyons fidèles à Dieu. Je suis convaincu qu'il ne nous abandonnera pas. D'accord. Oui. Je reviens à vous pour la prochaine question où on va un peu parler de leadership à votre niveau. Formateur, maîtriser la gestion quotidienne de l'entreprise est le point suivant. Oui, au-delà de tout, si nous sommes convaincus que l'idée est un créneau porteur, donc il faut maintenant essayer un tant soit peu d'asseoir sa société. Oui. Ben, avant de l'asseoir, il faut aussi chercher le financement. Oui. Avant maintenant de parler de la gestion quotidienne. Oui. Mais dès lors que nous sommes avec le point de la gestion quotidienne, nous allons en parler. La gestion quotidienne consiste à savoir, à mieux maîtriser les flux, qu'ils soient financiers ou qu'ils soient des flux, des opérations ponctuelles. Vous devez maîtriser tout ce qui se passe au niveau de l'entreprise. Et comment est-ce que l'on accueille le client quand le client se présente chez vous, ou bien si vous prestez en ligne, comment est-ce que vous devez traiter vos internautes, comment est-ce que vous interagissez avec eux par rapport à la fidélisation, à la communication, comment est-ce que ces clients sont aguerris et tout, rentre dans la gestion de l'entreprise. Et au-delà de ça, on ne gère pas une entreprise si elle n'est pas connue. Donc, il faut que l'entreprise ait une forte notoriété. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme ingrédient pour que l'entreprise soit connue? Alors, communiquer. Et au-delà de communiquer, si on gère pour que ça soit connu et qu'on n'achète pas le produit, on n'a rien fait non plus. Donc, quelles sont les stratégies marketing que l'on met en place pour que ce produit soit acheté, acheter et qu'on en commande davantage pour que la production ne s'arrête pas et que tout soit toujours en action. C'est ce qu'il faut penser et mettre dans la gestion quotidienne. Au-delà de ça, nous avons aussi les employés. Comment traitons-nous les employés? Est-ce que nous les motivons? Est-ce que nous les traitons comme des équipes autour de nous ou bien nous les traitons simplement comme du personnel? Comme dans le temps, ce que nous voyions. Mais la chose a changé maintenant demain et il faut les traiter, c'est des ressources humaines sans lesquelles on ne peut produire, sans lesquelles on ne peut vraiment rendre optimales ces activités. Vous avez soulevé un point, c'est le financement. Vous pouvez revenir là-dessus en quelques secondes. Tout à fait. Oui. Puisque nous parlions tantôt de business model, si nous analysons le marché amont et le marché aval, au niveau de l'entreprise, essayons aussi de voir si nous avons des entrepôts, si l'électricité est en place, est-ce que nous avons tout ce qu'il faut comme local
pour contenir, ou les locaux pour contenir les matières premières qui vont arriver, les productions que nous allons faire. Après cette analyse, nous pourrons être vraiment aguerris si cette idée peut aller loin. Je veux dire si elle est positive. Si elle est positive, il faut alors chercher de financement. C'est le point le plus important. Tout à fait. Même si elle était négative, nous allons l'abandonner. Oui. Dès lors qu'elle est positive, il faut penser au financement. Et le financement, très souvent, nous pouvons, entre autres, énumérer les sources, oui. Tout comme les amis et les parents qui peuvent vous financer. Et d'ailleurs, c'est ce qui est d'ailleurs plus conseillé. Il ne faut pas tout de suite aller faire un prêt, soit disant que je veux commencer une activité. Il vaut mieux s'adresser à ses amis, peut-être consulter vos propres épargnes pour vous lancer véritablement. Soit c'est des parents, des amis qui viennent à vos secours et tout. Et au-delà des amis, parents et aussi de vos propres banques, je veux dire l'autofinancement, oui. Si vous n'avez pas de tel financement, vous pouvez faire recours maintenant aux incubateurs. Nous avons au Togo la MPGF qui accompagne les petites et moyennes entreprises, les toutes petites et moyennes entreprises également. Nous pouvons y faire recours. Mais dès lors que nous pensons faire recours déjà aux incubateurs ou peut-être prétendre frapper à la porte aux portes des microfinances ou peut-être des banques, il va falloir un document. Un business plan. Un document sous les mains que nous appelons le business plan, oui. Ou le plan d'affaires. Et c'est un document qui renseigne tout ce que vous devez faire en termes de finances, en termes de marketing, en termes de communication, tout ce que vous allez produire et sur quel délai vous allez le produire, à quel moment ça va commencer par générer des profits, quels sont les ratios, tout ce que vous y mettez dedans permettra aux banquiers de savoir si votre activité est bancable, alors il sort l'enveloppe pour vous. Mais si l'activité n'est pas bancable, il se retient parce que c'est du donnant-donnant. Il finance pour que vous aussi vous payiez ce qu'il a financé, le capital, avec tout en payant les intérêts. Ouais, les intérêts. Voilà un peu ce dont nous pouvons mettre dans le financement. Oui, formateur, en parlant des sources de financement, je me dis que nos jeunes peuvent aussi voir les banques qui s'intéressent aux PME, PMI. Oui, tout à fait, mais s'il vous plaît, avant de frapper la porte à une banque, il faudrait que vous commenciez déjà par faire votre activité, par produire, par vendre et savoir si vraiment le fonds de commerce est existant. Est-ce que vous avez la clientèle? Est-ce que la fréquence est forte? Quel est le débit de vos ventes? Donc, quand vous évaluez tout cela et que vous voyez que c'est l'argent qui vous manque, sinon vous allez réinitialiser votre capital, accroître la production, c'est alors que vous vous aventurez vers une banque pour solliciter le prêt. Alors, avec le business plan, le banquier est convaincu que non, ce monsieur, il a déjà son compte sur lequel il y a des opérations qui sont faites, il y a des flux financiers, des va-et-vient, il y a des opérations qui sont faites sur son compte. Si l'on lui prête de l'argent, c'est sûr qu'il va payer ça dans un court délai parce qu'il a besoin de ça pour accroître sa productivité. Mais si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas de choses à prouver. Le banquier ne sort pas de l'argent parce que vous avez fait, vous lui faites de beaux yeux, non. Le banquier sort de l'argent que s'il est convaincu de ce que vous lui présentez comme activité, si elle est bancable. Je reste toujours avec vous. Tout à l'heure, en parlant du fait de commencer quand même une activité avant d'aller vers les banques, et même en citant les sources de financement, vous avez parlé des parents et amis. Donc ça m'amène à ce que nous on revienne terre à terre pour revenir sur ce qui peut être une idée entrepreneuriale. C'est-à-dire que si quelqu'un se dit, parents, amis, est-ce qu'ils peuvent vraiment financer une entreprise? Je me dis, on peut commencer par peut-être 100 000, 200 000, 50 000, ça peut générer quand même une idée entrepreneuriale. Pour que les jeunes comprennent qu'on ne dit pas forcément une grande entreprise en même temps. S'il vous plaît, si vous avez une idée et que cette idée, pour vous qui êtes porteur de cette idée, vous êtes convaincu qu'elle peut donner de l'argent. Et si vous avez mis sur papier tout ce dont nous avons dit, vous avez fait cette analyse
du marché amont, du marché avalé, de l'entreprise. Et vous avez apprécié les contours de ce marché, que vous savez que si vous vous lancez, vous aurez des revenus, ça va générer des revenus. Je pense que si vous devez être métayer juste pour gagner de l'argent et commencer l'activité, ça ne vous coûtera rien. S'il va falloir transporter les bagages ou bien travailler la nuit, ne pas dormir, pour juste gagner le capital et commencer l'activité, ça ne vous coûtera pas. La plupart, aujourd'hui, il est bien vrai, disent que non, c'est parce qu'il n'y a pas de l'argent. Donnez-leur l'argent. Ils ne feront rien. Ils ne vont même pas réussir. Voilà la raison pour laquelle les entreprises se ferment. On crée et on ferme parce qu'on a surfé juste sur une activité d'autrui. C'est les hommes d'affaires. On s'est comporté comme hommes d'affaires. On a vu une activité qui marche. On a pensé que ça peut aller. On a emprunté de l'argent. Ou peut-être on a soudoyé quelqu'un qui nous a donné quelques francs. Et on se jette dedans. Ça ne peut pas réussir. Mais si vous-même, vous avez une idée avec laquelle vous dormez, vous vous réveillez, et que vous avez fait cette analyse, donc vous êtes convaincu, quand vous y lancez, ça va donner quelque chose. Mais je pense que personne, vous avez le leitmotiv, vous avez toutes les motivations possibles pour vous y lancer sans avoir quelqu'un derrière vous. Puisque entreprendre, c'est aussi le goût du risque. Oui. Nous l'avions dit, parlant des qualités de l'entrepreneur. Et donc, vous prendrez ce risque de vous y jeter. Donc, le financement, après tout, n'est pas un problème, puisque jusque-là, nous n'avions pas parlé véritablement du financement. On a juste donné quelques sources. Effectivement. Donc, le vrai problème, c'est que nous n'avons pas d'idée. Ou nous ne sommes pas convaincus que cette idée peut nous amener loin, peut nous faire un Elon Musk, Elon Musk du jour au lendemain, ou bien Jacques Zuckerberg du jour au lendemain et tout. Nous pensons juste à ce qui peut nous générer des profits dans quelques mois, dans un an, dans 2 ans. Nous n'avons pas une vision lointaine. C'est ce qui fait que nous pensons que non, c'est trop, ça coûte et tout. S'il vous plaît, si nous avons une idée et que nous savons que cette idée peut nous amener loin, nous allons générer des millions, rien ne vaut la peine qui va accompagner cette idée. Merci beaucoup, formateur. Pasteur, de ce qu'il vient de dire, ça veut dire qu'il faut vraiment y croire à son idée. Mais au-delà, en revenant au point 6, maîtriser la gestion quotidienne de l'entreprise, il est revenu sur le personnel. Et c'est là que je vais vous déranger un peu en tant que jeune entrepreneur, un leader et le management de son équipe. Comment ça doit être? Oui, merci. Avant d'en arriver là, je voudrais réitérer ce qu'il a dit encore. Et je voudrais encourager nos jeunes à savoir que commençons d'abord avec nos moyens de bord. Ce que nous avons, commençons d'abord avec nos moyens de bord et en voyant ce que cela donne avant d'aller vers les financements. Quand je vais revenir au sujet du leadership, comment gérer notre entreprise, nous devons être certains que nous seuls ne pouvons pas travailler. Nous avons besoin d'une équipe. Nous avons besoin des gens qui doivent être autour de nous. Alors, il faut avoir une ressource bien qualifiée, ceux qui sont avec nous. Il faut que ces gens-là aient de l'expérience dans le domaine que nous avons entrepris, que nous voulons évoluer. Et à plus forte raison encore, il faut bien les traiter. Aujourd'hui, le risque que beaucoup de personnes courent, c'est que ceux qui travaillent avec lui, le traitement n'est pas ce à quoi ceux qui travaillent attendent. Donc, en tant que leader, en tant que dirigeant, il faut que nous fassions cet effort. D'abord, ayons confiance avec ceux qui travaillent avec nous, ayons confiance en eux et traitons-les, gérons-les afin qu'ils travaillent de bon cœur avec nous. Et s'ils travaillent de bon cœur avec nous, le nécessaire qui est en eux, ils vont le mettre au service de l'entreprise. Et je suis convaincu qu'en ce niveau, l'entreprise va évoluer et toi, le responsable, il aura un développement holistique sur tous les plans. À ce niveau, on peut même parler des valeurs chrétiennes, c'est-à-dire que les valeurs d'un bon entrepreneur. Exactement, exactement. En tant qu'un chrétien, la fidélité est de rigueur, je vous en prie.
en tant qu'un leader, un entrepreneur, même si ce n'est pas un entrepreneur seul, la fidélité est de rigueur. Et ceux qui travaillent avec nous, comprenons qu'ils sont des humains, ne les maltraitons pas, méprisons pas, mais quand ils travaillent, ce qu'ils doivent, il faut qu'on leur donne. Pourquoi? Et en passant, en dehors du salaire, il faut les motiver. Exactement, des motivations et des encouragements. Alors, ils auront le goût de continuer le travail. Ça, c'est très important. Merci beaucoup. Formateur, nous allons sauter le point 7, puisque vous en avez déjà parlé, c'est-à-dire savoir vendre et communiquer efficacement. Vous avez déjà fait mention un peu dans l'autre point. Et chercher à apprendre en permanence. Je me dis que c'est aussi un point assez important pour l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est cette personne qui se remet toujours en cause. Il ne croit pas avoir tout, connaître tout, savoir tout. Il ne croit pas maîtriser tout non plus, puisqu'il s'entoure des gens avec qui il travaille. Mais au-delà de ce fait, il doit se faire former. Il doit apprendre constamment. Il doit aussi intégrer dans son sphère les critiques des uns et des autres. Et s'entourer également des mentors. Chercher à s'inspirer de certaines personnes. Avoir des conseillers par rapport à son domaine d'activité. C'est comme ça on peut facilement évoluer. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai, on vient de le dire, apprendre, chercher toujours à apprendre. C'est-à-dire que des fois, on se dit, je suis nanti de tel diplôme, je connais ceci et cela, mais au jour le jour, je vois que les choses changent. Il faut, les Anglais disent updates, il faut se mettre à la page. Pasteur. Oui, il faut continuer par apprendre. Quel que soit le domaine dans lequel nous sommes, ce n'est pas dans le domaine d'entrepreneuriat seul, dans tous les domaines, on ne finit pas par apprendre. Au fur et à mesure qu'il fait jour, cherchons à apprendre de nouvelles connaissances, de nouvelles choses, permettra que le domaine dans lequel nous sommes, on peut exceller et on peut mieux faire plus que hier. Formateur. Au niveau de, bordant toujours dans le même sens, oui. Lorsque nous lisons Proverbe 18, verset 15, il est dit qu'un cœur intelligent cherche la connaissance. Oui. Et l'oreille des sages écoute la science, ou bien cherche à appliquer la science. Et donc, un cœur intelligent ne peut s'autosuffire. Donc, cherche encore à connaître. C'est un peu ce que je voudrais ajouter. Donc, quand on est intelligent, on est plutôt humble, on cherche à apprendre, apprendre et apprendre. D'accord. Je reste toujours avec vous. Et tout à l'heure, on avait parlé des valeurs chrétiennes d'un entrepreneur. Mais au-delà de tout, dans l'aspect purement technique, quelles sont les bonnes valeurs d'un entrepreneur qui veut aller très loin? Il faut simplement être honnête, fidèle, avoir des impacts également sur ses collaborateurs, parce que on n'est pas leader pour rien, on est leader parce que nous sommes, disons, cette personne de qui tout le monde s'inspire. On voudrait le ressembler, on voudrait faire comme lui, on voudrait s'orienter comme lui, on voudrait être comme lui. Donc tout ça là devrait vous animer, savoir que vous avez des gens qui vous observent. Vous êtes comme la lune et tout le monde vous regarde de très loin. Donc cherchez à mener votre vie de manière à avoir d'impact sur plusieurs. Autrement, dans le thème retenu par le Bureau de la jeunesse, être une référence pour plusieurs. Être une référence pour plusieurs, cela nous amène à vous rappeler que ce sous-thème-là, l'essentiel pour réussir en entrepreneuriat, est en train d'être développé dans le cadre du grand thème qui est « Jeune chrétien, soit une référence pour ta génération ». Alors, je vous l'ai dit en début d'émission, nous avons une belle surprise pour vous. C'est le moment de connaître ou bien de savoir cette belle surprise. Les Anglais disent « practice makes perfect ». Nous avons pour vous 2 jeunes entrepreneurs chrétiens. Alors, l'idée ici, c'est qu'ils viennent à la suite de tous ces développements partager avec nous leurs connaissances, leur idée entrepreneuriale, comment ils ont commencé, comment ils sont en train de gérer leur entreprise et pourquoi d'ailleurs ils sont entrepreneurs.
Vous allez les découvrir juste après cette publicité. Nous sommes Acme Électronique. Acme Électronique est spécialisé dans la vente des appareils électroménagers tels que les congélateurs, réfrigérateurs, climatiseurs, téléviseurs, machines à laver, cuisinières et gazinières et les machines à coudre. À Acme Électronique, retrouvez également de petits électroménagers tels que les mixeurs, woofers, micro-ondes, rice cookers, les batteuses et plein d'autres choses. Retrouvez-nous à Agwe Kakaveli, non loin de la pharmacie Shalom et à Didogome Wanyome, à côté de la pharmacie Bonté. Nous ouvrons de lundi à vendredi de 7h30 à 20h. Tous nos appareils ont une garantie. Nous livrons gratuitement à Lomé et expédions également partout au Togo. Infoline 91 02 90 21. Acme Électronique, nos appareils sont les plus économiques. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau avec nos deux autres invités. Je vais les laisser se présenter eux-mêmes. Nous commençons par ma droite. Chers frères, bonjour, alléluia à vous. Amen. Comment vous vous portez? Je vais très bien. Et vous? Je vais également bien. Super. Alors, nos téléspectateurs aimeraient bien vous connaître. Merci beaucoup. Avant de me présenter, permettez-moi d'abord de vous remercier pour l'initiative de cette émission qui vise à démystifier la notion de l'entrepreneuriat vis-à-vis de la jeunesse afin que nous puissions davantage avancer le domaine. Oui. Ainsi dit, je suis donc Adika Kossi Eric. Je suis jeune chrétien pentecôtiste, j'adore à l'Assemblée de Didolé. Je suis, par la grâce de Dieu, conférencier, consultant et fondateur de la société EID Afrique. EID Afrique étant une société qui intervient dans le marketing, la communication, bref, l'accompagnement aux entreprises vers la transformation digitale. Tout récemment, nous venons également d'élargir nos champs d'action sur l'éducation aussi. Merci beaucoup pour la pub. Vous passerez après à la comptabilité. Alors, oui, mon frère, alléluia. Amen. Comment vous portez? Je vais bien. On aimerait également vous connaître. D'accord. Je suis Samuel Akpeli, je suis fidèle de l'église de Pentecôte du Togo. J'adore à la paroisse d'Avedji. Et je suis comptable de formation et entrepreneur de profession. Je suis dans la vente des appareils électroménagers. Nous sommes à Agwe Kakaveli, non loin de pharmacie Shalom, et à Adidogome Wanyome, collé à la pharmacie Bonté. Merci. Merci beaucoup. Alors, formateur, est-ce que vous remarquez quelque chose? On demande aux jeunes entrepreneurs de se présenter et tout de suite, ils sont passés à la publicité. Au fait, ils sont eux-mêmes la casquette, ils sont la vitrine de ce qu'ils sont en train de vendre. Oui. Ils se vendent eux-mêmes. Oui. Et j'aurais aimé les voir peut-être dans les t-shirts à l'effigie de leur structure sur le plateau pour mieux vendre. Sauf qu'ils n'ont pas agi dans le sens de la communication. Ils se sont contentés que d'être humbles et d'être sur le plateau pour l'événement. En tout cas, merci pour avoir répondu à notre invitation. Alors, ma toute première question ira au frère Samuel. Comment un comptable se retrouve CEO d'une boutique de vente d'électroménager? Merci. Bon, au début, je suis comptable dans une structure de vente des appareils électroménagers, mais avec le salaire qu'on me paie et tout ce que j'ai appris par là, je me suis dit, pourquoi pas ne pas se lancer soi-même dans l'entrepreneuriat? Comme vous l'aviez dit dès le début de l'émission, entreprendre, c'est, dans un premier cas, résoudre un problème et se garantir une autonomie financière. C'est ces deux notions qui m'ont poussé, je veux dire, à aller entreprendre. Donc, c'est un peu ça. Et vous avez embrassé le commerce. Oui, monsieur. Pourquoi le commerce? Le commerce parce qu'au début, j'étais comptable dans une boutique de vente des appareils électroménagers. J'ai déjà les bases par là, les bases de là. Donc, c'est un peu la source de motivation qui m'a amené à entreprendre ou bien à faire le commerce. On suppose que vous vous êtes basé sur cette expérience-là pour améliorer votre idée entrepreneuriale et vous lancer. Justement. Voilà. Frère Eric Kossi Adika,
Je suppose que vous avez aussi une formation de base. Oui. D'abord, j'ai une licence fondamentale en anglais et actuellement, j'ai aussi un master en community management. Ah, mais après, vous avez une entreprise de nettoyage. Oui. Comment ça se fait? D'abord, il faut dire que l'aspect nettoyage de ma société est une question de longue date parce que lorsque j'étais étudiant, l'entretien faisait partie de mes petites activités qui ont soutenu mes éducations. Donc, ce faisant, je me suis dit, il faut professionnaliser cette activité-là et c'est ce que j'ai dû faire. Voilà. Et après, vous êtes aussi dans la communication. Oui, parce que... Comment ça se passe, en fait? Justement, parce que c'est ce que je maîtrise le mieux, la communication et le marketing. Parce que, au cours de ma formation, je me suis toujours demandé, parce que vous savez, moi j'ai eu ma licence en 2017, qui correspond justement à une explosion des réseaux sociaux à travers les publications Facebook et autres. Je me suis dit que non, l'Afrique s'apprête à faire la transition vers le numérique. Et alors, l'Afrique a donc besoin des acteurs qui vont appuyer justement les entreprises dans leur processus de digitalisation. Donc, c'est ce qui a soutenu, ce qui a déclenché ma motivation vers le secteur. Alors, rapidement, comment avez-vous commencé en tant que jeune entrepreneur? D'abord, il faut dire que Dieu m'a fait grâce d'être recruté au sein d'une entreprise qui est un média panafricain. Et j'ai travaillé là-bas en tant que rédacteur web et en même temps gérant. Donc ça m'a permis d'acquérir un certain nombre d'expériences d'abord, mais aussi de comprendre le domaine de la communication digitale. Et cela m'a permis de réaliser que non, je peux faire quelque chose autrement. Je peux autrement accompagner les entreprises. Et pourvu que j'ai aussi un penchant pour l'entrepreneuriat, je me suis dit que non, il faut réellement que je m'acclimate d'abord au domaine de l'entrepreneuriat à travers des formations que j'ai eu à faire, mais aussi à travers les formations poussées en marketing et en communication. Donc c'est de là que, voilà, juste après quelques temps que je me suis fait de l'économie et aussi acquérir un certain nombre d'expériences et voilà, je me suis lancé. Oui, ce point de financement-là nous est un peu comment cher. Vous avez économisé. Est-ce que vous avez économisé beaucoup d'argent, beaucoup, comme certains le pensent, avant de vous lancer? D'abord, j'avoue que moi, je suis quelqu'un qui veille directement à l'action. Je suis un homme d'action. Donc, lorsque j'ai eu l'idée, je n'ai pas voulu amasser des millions avant de commencer, excusez-moi le terme. J'ai tout simplement commencé à partir de ma petite chambre. Parce que c'est en ligne, il faut trouver des clients, aller chez eux, faire des prestations. Donc, c'est ce faisant que je n'ai pas amassé beaucoup d'argent. Donc, je me suis rassuré d'abord que j'ai le nécessaire pour prendre un local et également embaucher quelques collaborateurs et je me suis lancé officiellement. Officiellement. Ça fait déjà combien d'années? L'ouverture officielle de ma société fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Et j'imagine que vous avez des collaborateurs. Oui, j'ai des collaborateurs. Ils sont combien déjà? Actuellement, j'ai 4 employés que je paye, des 4 employés permanents et au total 10 employés à travers la région ouest africaine. Oui. Mais j'ai également 15 agents d'entretien et 25 agents répétiteurs. Merci beaucoup. Formateur, vous avez quelque chose à dire? Non, c'est juste... Ou bien on écoute le second d'abord. Oui, au-delà de ça, je voudrais juste lui jeter des fleurs. Parce que là, lui jeter des fleurs, il est jeune, très jeune, et il a eu le flair des affaires. Et ça répond à une des techniques que nous avons aussi mentionnées dans notre intervention, l'observation du milieu du travail. Il a travaillé à quelque part, le prédécesseur aussi a dit qu'il a travaillé à quelque part, et bien, en voyant l'atmosphère et tout ce que ça peut générer, il a vu que c'est un créneau porteur, il peut s'installer dans les appareils électroménagers, il s'est lancé. Lui, par contre, a eu le flair des affaires, a vu plutôt autre chose, s'occuper du nettoyage aussi, former d'autres en communication, marketing, et là, il s'est lancé. Donc, nous ne pouvons que le féliciter pour ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas pour lui,
Mais il le fait pour notre nation, il le fait pour la sous-région, pour le monde entier. Et pour l'évolution de l'Église également. Ça s'inscrit dans la droite ligne de l'innovation, puisque aujourd'hui nous parlons des énergies, des choses à recycler, nous parlons de l'énergie renouvelable et tout ça là, et je pense qu'il s'inscrit dans le même ordre d'idée. Alors, lui, il y a un truc qui m'a beaucoup intéressé. Il disait que le salaire qu'on lui donnait n'était pas assez suffisant. Il s'est lancé. Alors, comment avez-vous commencé votre entreprise? Merci. Bon, il faut dire que je n'ai pas commencé directement par la vente des appareils électroménagers. Entreprendre, c'est d'une part résoudre un problème. Quand je travaillais dans la société de vente des appareils électroménagers, je me suis dit, je dois me lancer dans un domaine. Mais comme quand on était en formation, en licence, on nous a dit, c'est résoudre un problème. Je me suis dit, quel problème je peux résoudre? Et avec quel budget je peux résoudre ce problème? Par exemple, mon prédécesseur, lui, il est dans la prestation de services. Moi, je suis dans la vente. Donc, je me suis dit, il faut se lancer dans un domaine pour résoudre un problème. Et je me suis lancé dans le recharge de gaz. J'ai commencé, c'était en 2019. J'ai créé quelque part vers les lieux un peu reculés où, avec un petit budget de 500 000, j'ai quelques bouteilles et j'ai cherché une fille, j'ai déposé dans la boutique que j'ai louée là-bas à l'époque à 10 000, je pense, et j'ai commencé à recharger le gaz. Maintenant, avec ça, ça a commencé par marcher. Je me suis projeté dans d'autres localités où il n'y a pas de gaz. J'ai continué dans ce processus comme ça et j'ai essayé d'économiser. Avec mon salaire, j'ai économisé. Et après 3 ans comme ça, j'avais un budget un peu conséquent. Et j'ai travaillé chez un patron aussi, bon, qui comprend. Et je lui ai dit, je veux me lancer également dans la vente des appareils électroménagers. Mais il faut dire que vendre les appareils électroménagers, ce n'est pas 1 million, ce n'est pas 2 millions. Il faut assez. Donc, j'avais à l'époque, je pense, 4 millions. Et mon patron, il m'a aidé, il m'a ajouté, il m'a vendu un peu à crédit. Je n'ai pas recouru directement à une banque. Avec mon budget que j'ai, le patron, il m'a aidé et j'ai commencé. Il faut dire que quand j'ai commencé au début, moi-même, je vendais, j'ai démissionné. J'ai démissionné de mon ancien poste et maintenant, moi-même, je me suis occupé de la boutique. Tout en ayant les autres boutiques de vente des appareils de recharge de gaz. Donc, c'est avec ça que j'ai grandi un peu et je suis AP Électronique que vous avez ici. AP Électronique, c'est aujourd'hui une grande boutique. On vous suit même sur Facebook et autres. Vous avez du personnel aussi. Combien en avez-vous déjà? Justement, aujourd'hui, nous avons en totalité 6 employés dans nos 2 boutiques. Moi exclu. Donc, si je m'inclus, ça fait déjà 7. Oui. Et je n'ai pas laissé la base, c'est-à-dire le début. Oui, justement, oui. J'ai aussi 4 employés par là. Oui. Et donc, quand on ajoute, ça fait 10 employés que AP Électronique gère quotidiennement. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience-là, formateur. Ça rejoint carrément les sources de financement. Comment ils ont commencé, ils ont bataillé dur pour avoir quand même un fonds de début avant de se lancer. Effectivement, et je loue vraiment leur ténacité. Ça fait partie des qualités des entrepreneurs. Je loue vraiment leur persévérance parce que je sais que ils ont dû vraiment cesser de manger tout ce que leurs yeux pouvaient voir et convoiter. Bon, je veux dire, toutes choses auxquelles ils pouvaient aspirer facilement. Ils se sont fait des privations, je veux dire, pour en arriver là. Alors, félicitations. Pasteur? Oui, je suis ravi de joie les écoutant. C'est très bien, c'est très fort. Je les jette les fleurs et je voudrais les encourager de continuer dans le même sens et au même moment inviter nos téléspectateurs qui nous écoutent, qui nous suivent, de se servir des exemples de nos bien-aimés
a emboîté les pas. Et comme le formateur le disait, on peut toutefois commencer par nos propres revenus, ce que nous avons comme fonds de base. Nos parents peuvent nous aider, nos amis peuvent nous aider. Et quand nous voyons la manière dont ils ont commencé, c'est très génial. Et c'est très bien. Je prie le Seigneur qu'il les soutienne encore et que leur entreprise continue et pas grandir plus que ça. Et ils vont encore engager de personnel, beaucoup de personnes et résoudre le problème d'emploi aussi. Merci. Alors, le temps est contre nous, malheureusement. Je vais me tourner vers nos jeunes entrepreneurs. Quel message avez-vous aujourd'hui à l'endroit de vos frères, sœurs de l'église de Pentecôte du Togo, des jeunes chrétiens de par le monde dans ce domaine-là? D'abord, je vais encore dire merci. Si j'ai un message à dire à mes amis, à nos frères et sœurs, d'abord c'est dire que l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour fuir le chômage, mais c'est pour se mettre au service des autres. Et ensuite, dans la même logique, l'entrepreneuriat, ce n'est pas le vouloir seulement, mais c'est surtout le pouvoir. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Samuel? Oui. D'accord, un message aux fidèles, aux jeunes de l'église de Pentecôte du Togo. Je vais leur dire que le domaine d'entrepreneuriat n'est pas un domaine aussi facile qu'on le pense. Il y a plusieurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont vu celui-ci vendre ceci et ça réussit bien et eux aussi ils se lancent subitement. Pour entreprendre, ça doit être déjà une passion pour toi. Dans le domaine que tu veux te lancer, ça doit être une passion pour toi. Parce que tu peux lancer ton activité 1 mois, 2 mois, ça ne donne rien. Mais si ce n'est pas une passion pour toi, tu vas abandonner. Donc avant d'entreprendre, ça doit être une passion pour toi. Et il faut s'entourer de bons personnels. Parce que si tu n'as pas de bon personnel, arrivé à un moment, tu ne peux pas t'occuper de tout. Et sans des personnes compétentes, ton entreprise va se volatiliser du jour au lendemain. Et j'imagine que vous y mettez les valeurs chrétiennes. Les valeurs chrétiennes, moi, chez moi, par exemple, bon, j'ai la chance que, bon, c'est pas j'ai la chance, tous les gens qui travaillent avec moi, je veille qu'ils soient chrétiens. Je veille qu'ils soient chrétiens. La matinée, quand ils viennent, moi, je ne suis pas là, ils doivent prier. Le soir, quand on finit, ils doivent prier. Et de temps en temps, je les invite dans mon église, qu'ils viennent, qu'ils voient. Et dans l'année, il y a une fois aussi qu'on prend une journée pour jeûner et remercier Dieu, tout ça là. Donc c'est un peu ça. J'ai des frissons. Hein. Oui, monsieur. Voilà. Bon, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut partager, mais le temps est vraiment... voilà. Je vais dire quelque chose en termes de valeurs chrétiennes. En tout cas, pour moi, j'expérimente quelque chose de complémentaire. C'est-à-dire que les valeurs chrétiennes me permettent d'appliquer la discipline dans ma société. Et au même moment, la discipline dans ma société me permet d'être davantage discipliné devant Dieu. Et cela m'a permis, par la grâce de Dieu, d'apporter une âme qui est musulmane au Seigneur. Et c'est un jeune qui a fait ses études au Sénégal, à Dakar. Et l'année passée, il a fait son stage sur moi. Et au cours du stage, il a constaté quelque chose de poignant, d'intéressant, et il a adopté mon Dieu. Voilà que l'entrepreneuriat aide aussi à sauver des âmes. On en est à pratiquement la fin. Vous avez 15 secondes, formateur, s'il vous plaît. Oui, je voudrais dire au terme de cette émission que nous avons eu à animer en 2 séquences, comme quoi créer, c'est une évidence. On peut créer. Il faut juste se faire confiance que nous avons le génie en nous et nous pouvons être porteurs d'idées qui peuvent résoudre un problème ou des problèmes de la société. Et si nous partons de ça, tout comme nos frères entrepreneurs qui sont sur le plateau avec nous ont eu à expérimenter aujourd'hui, cherchant à résoudre les problèmes de la société, ils se voient générer des profits pour eux-mêmes et en même temps ils sont source de bénédiction pour leur famille, pour la société, pour l'église, pour, je sais pas, ils contribuent au PIB de la nation. Donc, nous devons tous nous lancer, que les jeunes se lancent
parce qu'ils ont du potentiel et qu'ils sortent de cette configuration comme quoi j'étudie, je veux avoir un niveau licence ou master pour travailler dans un bureau. On peut entreprendre. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Permettez-moi d'emprunter ces mots formateurs pour vous dire: réussir en entrepreneuriat est une aventure exigeante mais passionnante. C'est une voie de créativité, de persévérance et de transformation. Chaque jeune chrétien entrepreneur doit se rappeler que l'essentiel repose autant sur ce qu'il bâtit extérieurement que ce qu'il cultive intérieurement. Avoir donc une vision, cultiver l'excellence et l'intégrité. Excellence et l'intégrité. Ils m'ont aidé à préparer cette émission. Je parle du pasteur Justin Sand à la réalisation, du pasteur Fidèle Kofi à la caméra, également du frère Samuel Aziabor. Merci beaucoup à vous. Je profite de l'occasion pour saluer toute la communauté chrétienne, surtout nos frères pentecôtistes de la région des Savanes. Je vais parler de Mandouri, ceux qui sont à Dapan, ceux qui sont à Mango, Barkwasi, Séquencé. Merci de nous suivre. Bye bye, à la prochaine.